Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode du mois d'octobre 2024, nous allons commencer comme d'habitude par la chronique lecture avec mon bilan du mois pour mon challenge du livre Mystère 2024. Alors c'est encore un petit mois de lecture puisque je n'ai lu que 4 livres sur le mois d'octobre, étant donné que le premier livre que j'ai lu au début du mois d'octobre était un gros pavé. Du coup, forcément, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour le lire. Mais plus de suspense, passons maintenant à mes chroniques lecture. Le premier livre que j'ai lu sur ce mois d'octobre, c'est le tome 4 de La passeuse de mots d'E.G. Twice, qui est un roman en genre fantasy qui se passe au royaume d'Hélios et dans ce tome 4, du côté de Palladium. Les personnages principaux sont Arya Rosenwald, Killian Nightbringer, mais il y en a bien d'autres, je ne peux pas trop vous faire la liste parce que sinon vous seriez totalement perdu. Mais en tout cas, l'histoire tourne autour de Arya et de Killian. Le résumé du tome 1, puisque comme d'habitude je ne vais pas vous spoiler le tome 4, nous allons donc écouter cette 4e de couverture. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Alors, mon avis. Je ne vais donc pas vous spoiler ce tome 4 que j'ai lu sur ce mois d'octobre et je vais plutôt vous parler de la saga en général. Et laissez-moi vous dire que cette saga m'a captivée dès la première page du tome. Même si les tomes font environ 700 à plus de 800 pages, ça peut sembler difficile, mais j'avoue que pour ce tome 4, la lecture a été longue. Habituée à un rythme d'une lecture de lecture d'une centaine de pages par jour, là j'en lisais à peine une 50aine. La mise en page et l'écriture sont denses, peuplées de très nombreuses informations et ont un peu ralenti ma cadence de lecture. Mais chaque nouvel opus est une promesse d'aventure et d'émotion, et c'est avec une impatience grandissante que j'attendais le prochain chapitre des péripéties d'Arya et Killian, nos principaux personnages récurrents. Les auteurs, Alrik et Jennifer Twice, ont su tisser un univers riche et complexe, peuplé de personnages fascinants qui prennent vie sous nos yeux. Arya en particulier est une héroïne qui évolue de manière impressionnante. Au début de son histoire, elle est une jeune fille gourmande, choyée par sa famille et amoureuse en secret d'un prince. Mais en un instant, tout bascule. Elle perd tout ce qui lui était cher après l'attaque de son village et se retrouve confrontée à un destin qu'elle n'avait jamais imaginé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui doit apprendre à se reconstruire sans sa famille, disparue dans des circonstances tragiques et dont elle ne sait pas ce qu'elle est devenue. Heureusement, sur son chemin, elle croise des personnages extraordinaires qui l'aident à s'émanciper de la vie qu'elle croyait être la sienne avant cet événement brutal. Arya incarne parfaitement l'héroïne qui devient badass grâce à sa persévérance et sa volonté. Entourée de personnes qui croient en elle, elle découvre peu à peu la force qui sommeille en elle, révélant une jeune femme au caractère bien trempé. Je ne peux que vous conseiller de plonger dans cette belle série. À ce jour, 4 tomes sont déjà disponibles et d'autres sont à paraître. Je crois, mais je n'en suis pas certaine, je crois qu'il y en aura 7. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu d'une interview que j'ai entendue des auteurs par Margot de Seine, dans son podcast Les mots raturés.
Il y en avait donc à peu près 7. Et vu la richesse de l'univers et les aventures qui attendent Aria, nous avons encore de très belles heures de lecture devant nous. Cependant, un petit avertissement. Comme je vous le disais plus haut, avec ces 4 tomes, vous vous retrouverez face à un total impressionnant de environ 3038 pages, sans oublier un préquel de 189 pages. Pour ma part, j'ai eu la chance de lire le préquel dans une magnifique édition reliée avec un jaspage bleu parme qui attire l'œil, mais ça représente quand même moins de 4000 pages, mais presque 4000 pages, ce qui est déjà une bonne série. Donc si vous vous lancez dans cette aventure comme moi, sachez qu'en arrivant au tome 4, Alric et Jennifer Twice nous laissent avec un cliffhanger de folie et vous serez aussi impatient que moi de découvrir le tome 5 à sa sortie, qui, toujours d'après le podcast de Margot de Seine, n'est pas prêt de sortir, donc bon, vous avez le temps de pouvoir lire ces presque 4000 pages de tomes. Donc prenez votre temps et savourez chaque instant de cette lecture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs réussissent parfaitement à nous rendre accros à leurs personnages et l'envie de continuer à s'aventurer dans leur monde est vraiment irrésistible. Alors n'hésitez plus, plongez dans la passeuse de mots et laissez-vous emporter par cette saga envoûtante, vous ne le regretterez pas. Le deuxième livre que j'ai lu sur ce mois d'octobre, c'est Second Souffle, le royaume caché de Mélissa Touzeau. C'est un livre de fantasy qui se passe entre Seprédia et Amadena et notre monde normal. Le personnage principal, et il y en a beaucoup, mais l'héroïne du livre s'appelle Marina. Pour la 4e de couverture, le monde de Marina vole en éclats lorsque ses parents décèdent dans un accident de voiture. Lucille, sa marraine, la prend sous son aile et la fait déménager pour l'aider à se reconstruire. Alors que Marina commence à prendre ses marques sur une île mystérieuse dont elle n'a jamais entendu parler, le destin s'acharne. Marina se sent seule plus que jamais et se retrouve perdue entre tristesse et désillusion. C'est alors que Thunder, le chef de l'île, lui révèle un lourd secret familial qui va bouleverser sa vie à tout jamais. Marina est le dernier espoir du royaume sous l'eau. Elle est la seule à posséder des dons aussi puissants sur lesquels elle a tout à apprendre. Sera-t-elle en mesure d'assumer ce rôle crucial pour la survie de ce nouveau monde, rempli de créatures dont elle ne soupçonnait même pas l'existence ? Cet univers sous-marin sera-t-il le second souffle qu'elle attendait ? Alors pour mon avis, déjà, vous pouvez retrouver l'interview de Mélissa dans le podcast que je lui ai entièrement consacré suite à sa campagne Ulule, à laquelle j'ai participé et pour laquelle j'ai pu récupérer son livre. C'est une primo-romancière qui s'est lancée en auto-édition donc avec cette campagne Ulule. Elle faisait partie, elle fait toujours d'ailleurs partie de ma promo Polaris, la promo que nous avons constituée lors de la formation avec tous les primo-auteurs et tous les auteurs en herbe lors de la formation Devenir écrivain projet best-seller de l'ICAR, qui avait eu lieu il y a tout juste un an. En cette même période de l'année, entre octobre et décembre, j'étais en train de suivre la formation de projet best-seller où j'ai rencontré Mélissa. Et du coup, j'avais énormément envie de connaître sa plume, son écriture et de participer à sa campagne Ulule pour la soutenir. Et donc, maintenant, on va se concentrer sur le livre. Donc, Mélissa a créé un univers touchant, plein de promesses, dans lequel je me suis plongée avec délice, dans les profondeurs de son imagination. Après un début un peu lent, où l'autrice met en place ses personnages, son monde, et fait subir à notre pauvre Marina une série de déconvenues. Et ouais. On suit avec plaisir l'héroïne, qui apprend à embrasser son destin malgré les multiples épreuves qui se trouvent sur son chemin. En tout cas, j'ai passé un moment délicat, doux et cosy avec tous les personnages croisés qui font de cette histoire un joli conte qui saura plaire aux plus jeunes et aux plus vieux. N'hésitez plus à vous procurer un exemplaire de son histoire. Ma troisième lecture s'est portée sur le tome 1 de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, qui est un roman de fantasy young adulte qui a pour cadre Graen.
Les personnages principaux sont Sophie et Victor de la Pointe, les jumeaux Dimitri et Charles de Ferwell, ainsi que Farandole et Églantine. Pour la 4e de couverture, en Grahaine, le temps a un pouvoir et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranima, ces horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engranchetant, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince et propulsée dans une aventure périlleuse à la cour royale, Sophie va réaliser à ses dépens qu'on ne joue pas avec les lois du temps sans en payer le prix. Pour mon avis, ce fut un très bon moment de lecture où le voyage dans le temps et ses conséquences sont au cœur du sujet. On y comprend l'enjeu des paradoxes temporels. Vous savez, lorsque, par exemple, vous faites un voyage dans le temps, vous rencontrez votre grand-père dans ce passé, qui n'est même pas encore le père de votre père, par exemple, et que par un malencontreux accident, votre présence entraîne sa mort. Qu'en est-il de votre existence si votre lignée n'existe pas ? Je vous laisse méditer sur le sujet, vous avez 4 heures. Bien sûr. Mais revenons-en à nos moutons. On y comprend donc l'enjeu des paradoxes temporels et on se laisse porter par l'intrigue car on a vraiment envie de savoir ce qui va irrémédiablement être changé. Rien que par la présence de l'héroïne à une époque qui n'est pas la sienne, par exemple, et ce qui ne le doit surtout pas être, au risque de changer tout l'avenir des personnages que Sophie va rencontrer dans ce passé. Cette question des paradoxes est très bien exploitée dans l'intrigue et on y découvre Sophie, une horlogère aux compétences extraordinaires. Les personnages sont très intéressants, même les horloges, appelées Oranima, ont chacune une personnalité bien à elles et elles font tout autant partie de l'histoire que Sophie ou les princes du royaume de Grahaine, Charles et Dimitri. Malgré quelques fusils de Tchekhov, pour rappel, c'est un détail, un indice, qui semble sans importance au moment de sa lecture, mais qui prend tout son sens au fur et à mesure de texte. Donc, je disais que malgré quelques fusils de Tchekhov subtilement dosés le long du récit, on comprend bien où l'autrice veut en venir, mais cela ne gâche en rien la lecture de cette très chouette histoire. Parce que la question qui se pose, en plus des paradoxes temporels, c'est que si tu savais ce que ton avenir te réserve, que celui-ci ne corresponde pas à tes attentes que tu as sur ta vie future, y ferais-tu quelque chose au risque de tout chambouler dans le futur, ou te laisserais-tu porter pour l'éviter ? Car si tu l'évites, vivras-tu à nouveau la rencontre que tu as faite et qui l'a provoquée, ce changement ? Ou pas ? Bref, vous l'aurez compris, un sujet comme le voyage dans le temps est un merveilleux sujet de réflexion. Alors pour comprendre comment l'autrice l'exploite, allez lire ce livre. Mon 4e et dernier livre de ce mois d'octobre fut le tome 4 de l'Assassin royal de Robin Hobb. C'est un livre donc de fantasy qui se passe dans le royaume des 6 duchés et cette fois dans ce tome 4 sur la route qui mène à Gué de Négoce. Le personnage principal, en tout cas c'est Fitz Chevalerie et Œil de Nuit, son compagnon loup. En résumé de ce tome 4, est-ce que je vais vous le faire le résumé ? Non, je vais pas vous le faire parce que ça risquerait de vous spoiler. Mais dites-vous qu'après tout ce qui lui est arrivé dans les 3 premiers tomes, dont vous pouvez retrouver la chronique coup de cœur dans l'épisode coup de cœur qui lui a été consacré, vous y retrouverez également le résumé du tome 1. Donc pour pas vous rabâcher les mêmes choses, je vous rappelle en gros que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se découvre être le bâtard d'un fils de roi et qui va être déposé un jour autour de son 6e anniversaire, va être déposé par son grand-père maternel devant le château et la famille royale de laquelle il est issu, du côté de son père,
va le prendre en charge, lui donner une éducation et lui apprendre un métier, le métier d'assassin royal. Et on y voit dans les 3 premiers tomes son évolution de ses 6 ans à peut-être ses 17, 18, 19, 20 ans. Je ne sais plus trop bien quel âge il a à peu près, mais il a en tout cas, dans ce tome 4, il a au moins la vingtaine. Et du coup, là on va continuer à suivre ces aventures qui s'étaient un peu terminées un peu chelou, de façon un peu chelou sur le tome 3, et donc là du coup on le voit un petit peu différemment. Donc maintenant on va passer à mon avis, plutôt que de se disperser. Donc dans ce 4e tome de l'Assassin Royal, sans vous spoiler, Robin Hobb nous plonge une fois de plus dans un univers riche et complexe où les enjeux sont aussi élevés que les émotions des personnages. L'évolution de Fitz, notre héros tourmenté, est toujours aussi fascinante et captivante. Cette fois-ci, Fitz se retrouve aux prises avec ses démons intérieurs, mu par un désir de vengeance qui le consume. Sa quête d'identité et son introspection occupent une place centrale dans ce récit, dans ce tome 4, et il est clair que les épreuves qu'il traverse ne lui laissent guère de répit. Bien que j'ai rencontré quelques difficultés à suivre le fil de l'intrigue par moments, le plaisir de retrouver Fitz et de plonger dans ses pensées tumultueuses a largement compensé ces petits désagréments. La fin de ce tome est haletante, laissant le lecteur sur le bord de son siège, impatient de découvrir comment tout cela va se dénouer dans les prochains volumes. L'autrice réussit à maintenir une tension palpable tout en approfondissant les thèmes de la vengeance, de l'identité et des sacrifices. J'ai hâte de voir comment Fitz va naviguer à travers ces défis et quelles révélations l'attendent dans la suite de son périple. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, la chronique d'écriture. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exercice de la nouvelle. Et si vous m'écoutez jusqu'au bout, vous saurez où je veux en venir. Grande question, me direz-vous. Mais qu'est-ce qu'une nouvelle ? Tout d'abord, en voici une petite définition. Récit fictionnel de moins de 15 000 mots. Ce qui compte le plus dans ce type de récit, c'est la concision. Peu de personnages, peu d'événements, peu de descriptions. Notamment, avec une nouvelle, nous écrivons une vraie histoire avec un début et une fin, voire même une sacrée chute. Des personnages et un style travaillé, ainsi qu'une approche originale du thème abordé. Voilà ce que représente la nouvelle. Lors de l'écriture de la nouvelle, on se concentre sur une seule action, peu de personnages, 1 à 2 événements qui bougent la vie du ou des protagonistes et qui peut se situer dans un nombre réduit de lieux. Chaque élément du récit doit être essentiel et significatif, et ce n'est pas chose égée. J'en sais quelque chose. Vous commencez à voir où je veux en venir ? Je suis sûre, ça commence. C'est un excellent exercice d'écriture que le format court parce qu'on va droit au but. Celui-ci suit la même procédure qu'un roman, un personnage avec un objectif et des enjeux, une intrigue palpitante, encore plus en quelques mots à peine, des rebondissements, des péripéties, des obstacles et un thème qui se dévoile tout au long du récit. La nouvelle peut appartenir à un genre ou mixer les genres entre eux pour donner plus d'originalité au récit. Elle peut se baser sur le fameux « et si ». Par exemple, et si un détective privé était assassiné, qu'il devenait un fantôme et décidait d'enquêter sur sa propre mort ? Je suis sûre que vous avez deviné de quelle histoire je parle. Bref, ceci n'est qu'un exemple. Mais une nouvelle peut également prendre naissance dans un fait divers qui vous aura intrigué ou se porter sur un personnage que vous aimeriez voir évoluer dans des situations épiques. Vous voyez le principe. Comme un roman, vous en aurez le pitch, le plan, un petit world building. Je vous rappelle qu'on est dans un texte court, donc il faut aller à l'essentiel. Un personnage, un élément qui déclenche son récit et une fin, voire une chute vertigineuse ou douce amère, à vous de voir. Dans tous les cas, n'oubliez pas d'éviter le hors-sujet, surtout si vous écrivez pour un concours ou un appel de texte. De ne pas écrire par exemple un début de roman déguisé en nouvelle ou de donner au lecteur une fausse fin de récit. Je vous conseille de voir la newsletter de Cécile Duquesne sur les pièges à éviter pour les nouvelles et sa formation notamment « Écrire des nouvelles remarquables et remarquées » si vous souhaitez en savoir plus. D'ailleurs, en parlant de l'école d'écriture 2.0, Cécile Duquesne a organisé cette année un concours de nouvelles où elle a reçu pas loin de 89 textes, dont 4 d'entre eux sont sortis du lot. Vous pouvez les retrouver sur son site
savoir-écrire.fr, résultats 2024, si vous le souhaitez les lire, les nouvelles. En tout cas, celles qui ont été sélectionnées, je crois sûre à 100%, les autres, je ne suis pas sûre. Et si vous vous demandez si j'y ai participé, et que c'est pour cela que je parle de nouvelles aujourd'hui, eh bien non, c'est pas du tout le propos, mais restez avec moi pour savoir la suite. Et là, je vous dirai tout. Pour continuer sur le sujet des nouvelles, je voulais également vous parler du projet Bradbury, dont j'ai entendu parler pour la première fois dans le livre de Virginie Vincent. Écrire une nouvelle en 7 jours. Je m'étais procuré ce livre car j'avais un projet de nouvelle à préparer et je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai suivi ses conseils au fur et à mesure que j'avançais dans mon projet et l'autrice nous parlait aussi du défi d'écriture lancé en 2013 par Neil Jumanzi, j'espère que je le prononce bien, basé sur une citation de Ray Bradbury, d'où projet Bradbury. Ray Bradbury, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur notamment des Chroniques martiennes, de Fahrenheit 51 ou bien encore les androïdes rêvent-ils de moutons électriques qui est à l'origine du film Blade Runner. Sa citation, c'est « Écrire un roman, c'est compliqué. Vous pouvez passer une année, peut-être plus, sur quelque chose qui, en fin de compte, sera raté. Écrivez des histoires courtes, une par semaine. Il n'y a que comme ça que vous apprendrez votre métier d'écrivain. Au bout d'un an, vous serez alors heureux d'avoir vraiment accompli quelque chose. Vous aurez entre les mains 52 nouvelles. Et je vous mets au défi d'en écrire 52 mauvaises. C'est impossible. » Ce projet Bradbury consiste donc à écrire une nouvelle par semaine pendant un an, pour s'entraîner, développer sa créativité ou s'inspirer pour de futures longues histoires, rien de mieux que des exercices d'écriture. De plus, en achetant ce livre, donc le livre de Virginie Vincent, Écrire une nouvelle en 7 jours, vous pouvez avoir accès à d'autres contenus de l'autrice, dont notamment un e-book pour 2,99 € qui s'appelle 52 semaines d'idées pour vos écrits, que vous pouvez retrouver sur son site internet monde-fantasy.com. Cela vous permettra peut-être de trouver votre futur projet d'histoire. Bon, maintenant, revenons-en à la raison pour laquelle je vous ai parlé des nouvelles ce mois-ci. Comme vous le savez déjà, au cas où, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez vous référer à mes précédents épisodes car j'en parle beaucoup. Et je vous en ai parlé un petit peu précédemment pour le livre de Mélissa. J'ai participé donc à la formation Devenir écrivain projet best-seller et j'ai intégré, de cette façon, la promo Polaris. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs autres promos se sont organisés pour publier des recueils gratuits contenant des nouvelles qu'ils avaient écrites. Chaque recueil est parti d'un thème que chaque auteur en herbe avait à développer pour faire découvrir son univers ou sa plume. Avec ma promo, on y a réfléchi. Et pendant un an, on sait tous, du moins 47 d'entre nous, pour Mémo, notre promo ne contenait pas moins de 100 apprentis auteurs. Nous sommes donc 47 à nous être concertés, épaulés, pour partager avec vous 47 nouvelles, 47 plumes et 47 univers autour du thème des étoiles. Car oui, c'est avec une immense fierté que je peux vous annoncer qu'en ce mois d'octobre 2024, soit un an après le début de notre formation et notre rencontre à tous, notre recueil de nouvelles, de promos, est sorti et que vous pouvez le retrouver sur Kobo ou sur Amazon. Dès aujourd'hui si vous le souhaitez. En plus, il est gratuit, alors pourquoi se priver de 47 belles histoires ? Et pour info, la couverture que nous avons choisie est une photo prise par mon amoureux lors d'une belle nuit d'été. Et franchement, elle claque. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces autres photos sur sa page Instagram @stephwex. Vous inquiétez pas pour l'orthographe, je vous remettrai tout dans la barre d'infos. En ce qui concerne ma propre participation, ma nouvelle, voilà où je voulais en venir en vous parlant des nouvelles aujourd'hui sur cette chronique d'écriture. Ma nouvelle, Polaris 177, l'étoile du destin, est un récit de science-fiction qui explore les thèmes de destin et d'aventure. Voici son pitch. Pour rappel, un pitch, c'est le bref résumé du scénario d'un film ou d'un livre pour le vendre, entre guillemets, ou en tout cas donner envie à la personne qui nous écoute de le lire. Polaris, l'étoile du destin, est une aventure palpitante qui vous plonge dans un futur où les rêves de conquête spatiale deviennent réalité.
Suivez Paula, une jeune femme audacieuse aux cheveux roses, dont le désir de voyager au-delà des étoiles la propulse dans une mission cruciale. Retrouvez le prince héritier d'un empire galactique dont la mère est mourante. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple voyage se transforme rapidement en un destin inéluctable, où chaque choix pourrait changer le cours de l'histoire. Pas mal, hein ? Et maintenant, je vais passer à une petite présentation au cas où le pitch ne vous aurait pas encore séduit. Dans un univers futuriste, Polaris 177 incarne l'espoir et la détermination. En tant que membre d'une équipe d'élite, on est plutôt sur 2 membres maximum, puisqu'ils ne sont que 2 à bord d'Eclipse, le nom du vaisseau. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une nouvelle, donc la concision était de mise, donc j'ai fait au plus pressé, au plus concis, mais bref, reprenons. Polaris est prête à braver les dangers de l'espace pour sauver un héritier dont le sort est lié à celui de son peuple. Mais alors qu'elle s'enfonce dans l'inconnu, Paula découvre que sa mission est bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. En inversant les rôles traditionnels, ma nouvelle explore la force des femmes dans des récits d'aventure où l'héroïne n'est pas seulement là pour sauver le héros, mais aussi pour forger son propre destin. À travers des paysages stellaires fascinants, Paula devra naviguer entre loyauté et ambition, amour et sacrifice. Laissez-vous emporter par cette épopée intergalactique où chaque page vous rapprochera un peu plus des étoiles. Polaris 177, l'étoile du destin, n'est pas seulement une histoire de voyage, c'est une quête d'identité et de courage, un hommage à ceux qui osent rêver grand et se battre pour leurs aspirations. Est-ce qu'elle claque pas un petit peu ma présentation quand même, vous ne trouvez pas ? Bon, en vrai, je me suis fait aider par une intelligence artificielle pour cette partie présentation. Lors d'un live des anciens de l'ICAR, parce qu'on a, même la formation une fois finie, on a le droit à des lives, une fois par mois, présentés par des auteurs, des formateurs, qui choisissent un thème et qu'ils développent tout au long du live. Ce mois-ci, l'autrice Rose Naro nous a fait une présentation des intelligences artificielles comme outil d'aide à l'écriture et je voulais tester ce que cela pouvait donner. Cependant, je vous promets que j'ai écrit ma nouvelle sans aucune aide extérieure. À part celle de mes bêta-lecteurs, bien sûr, qui m'ont permis de trouver les bons mots et d'améliorer un peu le texte. D'ailleurs, grand merci à eux. À la base, je voulais raconter l'histoire d'une jeune femme qui doit sauver le héros. J'avais envie d'inverser les rôles. Puis, j'ai réfléchi à l'univers qui conviendrait le mieux. J'hésitais entre un monde médiéval épique, pour coller au genre de la fantasy, ou un monde futuriste où plus aucune frontière n'empêcherait d'aller au bout de ses rêves, pour correspondre au genre de la fiction. La science-fiction. Mon choix s'est porté sur un monde futuriste et l'histoire m'est venue tout naturellement. J'ai commencé à imaginer le monde dans lequel se situerait l'aventure de notre héroïne, l'histoire avec un grand H de son univers, les règles, les lois, les obligations, les possibilités. Puis je me suis mise à visualiser une jeune femme aux cheveux roses dans un uniforme en cuir blanc et doré, sur lequel apparaîtrait, décidément ce soir, je cafouille, je bafouille. Un uniforme en cuir blanc et doré sur lequel apparaîtrait son matricule Polaris 177. De là est partie son histoire à elle, sa vie avant l'instant T de la nouvelle, ce à quoi elle aspirait et comment elle pourrait y parvenir. Tout un monde s'est alors ouvert à moi et la nouvelle était lancée. Pour découvrir cette histoire et celle de mes 46 camarades de promo, vous n'avez plus qu'à chercher sur internet étoile-recueil de 47 textes courts. Sinon, vous pouvez vous rendre sur Amazon ou Kobo en vous référant aux adresses que je vous mettrai en barre d'infos ou sur ma page Instagram @jess-angel. J'en parle dans 3 de mes publications. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente lecture. Mais bien entendu, je ne vais pas vous laisser là. Je vais également vous lister les 6 autres recueils de nouvelles écrits par d'autres promos d'élèves de l'ICAR. Nous avons La chasse est ouverte. Nous avons également 1001 souvenirs, 10 destinées, 11 contes et légendes revisités, 8 façons d'aimer l'art et le dernier, Rendez-vous avec la nuit. Dans tous les cas, je vous conseille de les lire parce que ces recueils déjà d'une sont gratuits et ils sont disponibles autant sur Amazon que sur Kobo. Alors n'hésitez pas. Pour ma part, je suis presque à la fin de la lecture de notre recueil de nouvelles et je vous promets qu'il y en aura pour tous les goûts et que chacun pourra découvrir une plume et une nouvelle qui lui conviendra. Alors, bonne lecture, au pluriel, bien sûr.
Dans la 3e partie de notre podcast, nous allons passer à la chronique Mais pas que. Aujourd'hui, je vais vous parler de podcasts inspirants. Le premier dont j'avais envie de vous parler, enfin les 2 premiers dont j'avais envie de vous parler s'appellent Passion Antiquité et Passion Médiéviste, présentés par Fanny Cohen-Moreau. Ces podcasts sont de véritables trésors pour les auteurs en herbe ou expérimentés, offrant des interviews captivantes avec des chercheurs en histoire avec un grand H. Ces passionnés partagent leur amour pour des aspects de l'histoire souvent méconnus, que l'on n'aborde que rarement à l'école, tout en évoquant les défis de leur métier et de leur recherche. Comme leur nom l'indique, Passion Antiquité, Passion Médiéviste, chaque podcast nous plonge dans 2 époques fascinantes, l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est un véritable outil de vulgarisation qui nous permet d'imaginer la vie de nos ancêtres à travers des récits vivants et enrichissants. Par exemple, on y explore des thèmes variés tels que, pour l'époque du Moyen-Âge, l'Écosse au XIIe siècle, l'habit masculin carolingien ou encore les danses au Moyen-Âge. Pour la partie Antiquité, vous pouvez retrouver un sujet sur les athlètes en Grèce ou la bibliothèque d'Alexandrie ou encore les lions en Égypte antique. De plus, ces podcasts proposent des épisodes spéciaux comme les Super Joutes Royales où 2 équipes s'affrontent sur des figures emblématiques, des lieux historiques ou des moments clés de l'histoire avec un grand H et ajoutent une dimension ludique et compétitive à l'apprentissage. Vous pouvez retrouver des épisodes comme Bretagne versus Normandie ou Charles VII au musée de Cluny. Côté Antiquité, je n'ai pas d'exemple à vous donner car il n'y a pas de joutes qui ont été enregistrées jusqu'à présent, mais je ne perds pas espoir. Mais il y a de sympathiques épisodes hors série comme le cinabre et sa conservation, restauration musée départemental d'Arles antiques. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le cinabre, c'est un minéral principalement composé de sulfure de mercure qui se présente généralement sous forme de cristaux rouges ou vermillon et qui est souvent utilisé comme pigment dans les peintures en raison de sa couleur vive. En somme, ces podcasts constituent un véritable vivier de faits historiques, offrant une source d'inspiration inépuisable pour écrire de belles histoires. Plongez-vous dans ces univers fascinants et laissez-vous inspirer par les récits du passé. Les 2 autres podcasts dont j'aimerais vous parler aujourd'hui sont La Petite Histoire, Histoire et légende, et La Petite Histoire, Histoire et légende du paranormal, présenté par Florent Mounier, ce sont des podcasts de la Fabrique Audio. La Petite Histoire, c'est un podcast captivant qui nous plonge dans l'univers des légendes, des mystères et des récits qui font frissonner. En quelques minutes, Florent Mounier réussit à nous immerger dans une ambiance intrigante, dévoilant des faits réels et parfois non résolus qui éveillent notre curiosité. Chaque épisode nous entraîne dans des histoires de true crime ou de true story, donc crime véritable ou histoire vraie, offrant une source d'inspiration inépuisable pour les écrivains en herbe comme moi. En tant qu'autrice, j'apprécie particulièrement la manière dont ces récits sont narrés et les questions profondes qu'ils soulèvent. Pour vous donner des exemples d'épisodes à écouter, vous en avez un sur l'invention de l'ambulance, le fantôme d'Hollywood, ou encore Légende du Québec, ou bien H.H. Holmes, le premier tueur en série d'Amérique, et un petit dernier, l'affaire des possédés d'Aix-en-Provence. Certaines histoires sont si fascinantes qu'elles peuvent véritablement nourrir notre imagination et nous donner des idées pour nos propres écrits. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur toutes vos plateformes de podcast préférées et à découvrir ces univers insolites qui ne manqueront pas de vous captiver. Nous allons passer maintenant à la dernière chronique du jour, la petite question du jour. En parlant de sources d'inspiration, quelles sont les miennes, me direz-vous ? Pour commencer, définissons ce qu'est l'inspiration. C'est un concept mystérieux, souvent insaisissable, mais essentiel pour tout créateur, qu'il soit écrivain, artiste, musicien ou même entrepreneur. Dans notre quête de créativité, il est crucial de savoir où chercher cette étincelle qui peut allumer notre imagination. Voici quelques sources d'inspiration qui nourrissent mon âme d'écrivaine et de podcasteuse. Le premier, plutôt bateau, la nature. Rien de tel qu'une promenade en plein air pour se ressourcer. La beauté des paysages, le chant des oiseaux, le murmure des ruisseaux éveillent en moi des émotions profondes et suscitent des idées nouvelles. Que ce soit une forêt, une plage ou une montagne, la nature a ce pouvoir magique de nous reconnecter avec nous-mêmes. Personnellement, j'adore contempler la mer.
La mer, avec son immensité, me transporte dans des aventures de pirates ou d'explorateurs en quête de trésors et de nouvelles cultures. L'océan est si vaste qu'il nous invite à imaginer des mondes lointains, à rêver d'horizons inexplorés. Ma deuxième source d'inspiration, tout aussi commune que la première, ce sont les livres. Pour une grande lectrice comme moi, ça semblait logique que j'en parle. La littérature est une source inépuisable d'inspiration. Chaque livre est une porte ouverte sur un univers différent. Plonger dans les pages d'un roman ou d'une poésie me permet de vivre 1000 aventures et de ressentir des émotions intenses sans même quitter mon canapé. Ces mondes imaginaires me réconfortent et me rappellent que même dans la monotonie du quotidien, il y a toujours de la magie à découvrir. C'est avec délice que je retrouve mes nouveaux amis littéraires, ces personnages qui, grâce à leurs histoires, me font voir le monde sous un jour fabuleux. Et qui vivent des aventures que je ne vivrai jamais et qui me passionnent tout autant. Ensuite, il y a, comme vous l'avez vu dans notre précédente chronique, les podcasts et les documentaires. Dans notre ère numérique, les podcasts et les documentaires sont devenus des trésors d'information et d'inspiration. Ils nous permettent d'explorer des sujets variés, d'écouter des témoignages de personnes passionnantes et d'apprendre sans cesse. Personnellement, j'adore les podcasts qui racontent des histoires vraies ou insolites. Ils m'évadent de mon quotidien tout en m'ouvrant les yeux sur des réalités fascinantes. La quatrième inspiration qui peut vous aider, ce sont les rencontres. Échanger avec d'autres créateurs, que ce soit lors d'ateliers de conférences ou simplement autour d'un café, est une expérience enrichissante. Les discussions, les partages d'expériences, les retours constructifs ouvrent de nouvelles perspectives et stimulent notre créativité. J'apprécie particulièrement les interviews où chaque rencontre est une occasion d'apprendre à connaître des personnes uniques, chacune avec une histoire à raconter. Observer les gens dans la rue ou à une terrasse de café est tout aussi passionnant. Chaque regard croisé, chaque geste peut devenir une source d'inspiration. La cinquième source d'inspiration peut être l'art. Visiter des musées, des galeries ou même des expositions locales me plongent dans un monde de couleurs, de formes et d'émotions. L'art visuel, qu'il soit classique ou contemporain, a le pouvoir de nous inspirer à travers ses thèmes et ses histoires. Je suis une grande fan de l'impressionnisme et flâner au musée du Louvre ou au musée d'Orsay m'a permis d'admirer des œuvres intemporelles qui ont fait vibrer mon cœur et emporter mon esprit vers des lieux enchanteurs. La sixième source d'inspiration, les expériences personnelle. Notre propre expérience de la vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est souvent l'une des meilleures sources d'inspiration. Écrire sur nos émotions, nos souvenirs et nos réflexions nous aide à mieux comprendre notre parcours et à toucher les autres par notre authenticité. Peut-être même que ces expériences nous permettent d'insuffler à nos personnages des émotions justes et sincères. En conclusion, l'inspiration est partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être attentif à notre environnement. En explorant ces différentes sources, nous pouvons nourrir notre créativité et donner vie à nos idées. Alors n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à expérimenter et à vous laisser porter par votre curiosité. L'inspiration vous attend peut-être juste au coin de la rue. Arrivé à la fin de cette chronique, je vous invite à me laisser des commentaires avec vos propres inspirations. Inspirez-moi. Voilà. Aujourd'hui, nous avons présenté ma chronique de lecture du mois d'octobre 2024. La chronique d'écriture portait sur les nouvelles, dont notamment Étoile, le recueil de nouvelles auquel j'ai participé avec ma promo Polaris, avec ma petite nouvelle Polaris 177, l'étoile du destin. La chronique Mais pas que, sur des podcasts que je trouve très inspirants. Et la petite question du jour, justement, sur mes sources d'inspiration. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est terminé. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres à lire ou de podcasts à écouter. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess-8angel et m'envoyer un mail à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com. Je vous répondrai au plus vite. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co du Cappuccino et des livres, pour être informé des nouveaux épisodes et des sujets abordés à chaque fois. Merci pour votre écoute
et à très vite pour la suite.